Alors, maintenant, en fait, nous avons deux invités ce soir, et ces invités, ce sont Chloé et Essam. Donc, en fait, Chloé, aujourd'hui, tu changes de casquette, tu n'es pas membre de l'équipe aujourd'hui, tu es invité par l'équipe de l'info en question avec Essam, puisque vous avez animé, vous avez co-animé, en fait, vendredi soir, une longue interview de Natacha Ray, que je salue au passage ce soir. Et en fait, cette interview, si je ne me trompe, était la troisième entrevue qu'elle accordait depuis Oui, quelques c'est ça. semaines. La première interview était une interview de plus de 4 heures, je pense. Oui, La deuxième interview qu'elle avait accordée était une interview de 3 heures. Chez vous, ça a duré 3 heures et demie à peu près. 3h30, ouais, à peu près. Ouais. Voilà, j'en ai écouté une bonne partie et ce que nous avons décidé aujourd'hui dans l'info en question, c'est que en 3/4 d'heure, vous nous fassiez un résumé des recherches et de l'enquête que Natacha Ray a menée pendant 3 ans, si je ne m'abuse. Et comme on a déjà eu énormément de temps de parole de la part de Natacha, je vous ai demandé cet exercice extrêmement périlleux et difficile qui est de faire un résumé en 3/4 d'heure des découvertes de Natacha Ray à propos de ce qui se trame autour de l'Élysée, autour de Brigitte Macron et consorts. Donc, je vous laisse la parole, je vous laisse vous organiser comme vous l'avez prévu. J'imagine que vous avez discuté entre vous de comment vous alliez présenter le sujet et nous sommes toutes. Alors, je crois savoir aussi, Essam, que tu es en relation permanente avec Natacha pour l'instant, donc elle est dans un chat avec toi, je pense, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, on est en relation parce que c'est quand même elle qui a fait, disons, qui a débusqué toutes ces informations-là. Mais ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on soit un certain nombre de journalistes, hein, c'est ce qu'on est, hein, parce que les journalistes professionnels, entre guillemets, dont c'est le métier, ne font pas leur métier. Donc, il y a d'autres journalistes amateurs, mais amateurs vient d'aimer, donc qui sont passionnés, ça ne veut pas dire qu'on est moins qualifiés, bien au contraire. Des journalistes d'ailleurs comme Natacha, hein, qui est une journaliste autodidacte, c'est important qu'on s'empare de ces questions-là et que tout le poids ne repose pas juste sur ses épaules à elle, parce que c'est quand même lourd ce qu'elle vit, cette jeune femme, en termes de pression, en termes de policiers qui débarquent chez elle à une heure complètement inutile en fait, elle va pas s'enfuir, elle a un gamin pour la sortir de chez elle alors qu'en lui laissant à peine le temps de s'habiller. Donc ce genre de pression là est juste trop, c'est trop lourd pour une seule personne. Donc il est temps, et c'est un petit peu ce que je me suis proposé de faire, et je pense qu'on devrait être un certain nombre à le faire. Je vois plein de gens sur Twitter également qui s'emparent de ces questions-là. Et c'est important qu'on comprenne que si cette femme prend sur elle pour pouvoir faire sortir tout ça, c'est pour protéger les enfants. C'est vraiment sa motivation. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'elle fait ces recherches-là. Et aujourd'hui, on voit que ce gouvernement criminel, qui a à sa tête de toute évidence un couple démoniaque, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont d'autres gens qui ont bien étudié tout ça, qui disent mais clairement on a affaire à un couple démoniaque à la tête de l'État, et celui qu'on pense en fait être en train de gouverner, peut-être qu'il est sous contrôle mental d'un autre gars. Donc c'est ça toute la théorie là qui est en train d'émerger. Et on voit que ce couple démoniaque veut imposer ce qu'ils appellent une vaccination, qui est en fait une inoculation obligatoire aux enfants. Donc là, c'est stop, c'est non. Vous ne passerez pas. C'est hors de question. Même si pour ça, il faut qu'on y passe nos journées et nos nuits pour pouvoir vous exposer la fraude que vous êtes, on ne se laissera pas faire. Donc voilà, le poids qui repose sur les épaules de cette femme toute seule, qui pourrait demain décider, parce qu'ils ont leur cellule dédiée à ça, ils pourraient certainement décider de l'éliminer. Ils pourraient. Mais c'est pas parce qu'ils vont éliminer Natacha Ray, ne lui souhaitons rien de cet ordre-là, mais il faut qu'ils comprennent, c'est pas parce qu'ils vont éliminer Natacha Ray qu'ils vont éliminer le débat, qu'ils vont tuer le message. Impossible, ils peuvent plus. C'est une hydre. Aujourd'hui, on est dans un combat à mort. Et ça, ceux qui l'ont pas encore compris et qui se sont pas encore emparés de leur responsabilité, de leur part de responsabilité dans ce combat, il serait temps. Parce que
c'est notre nombre en fait qui nous protège. Ce n'est pas et c'est notre nombre et surtout c'est notre public, le fait d'être public, c'est ça qui nous protège. C'est pas de rester dans notre coin et de ne rien dire en attendant que ça passe. On est protégé parce qu'on est dans la lumière. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire sans qu'on continue à exposer trop Natacha. Et c'est le périlleux exercice, comme tu nous l'as dit, Jean-Jacques, qu'on va tâcher de faire Chloé et moi ce soir en essayant d'être concis et précis. Oui, alors c'est tout à fait ça, Aïssam, et je rebondis en disant que ce qu'on a prévu comme structure de présentation, c'est d'aller au fil, en suivant le fil de la logique et de notre réflexion, Aïssam. On a plusieurs axes de vue et d'approche. On a des nouvelles photos apparemment parce que bon, moi j'avais regardé l'émission de 4 heures, mais je me souviens plus exactement de toutes les photos qui avaient été montrées. Donc on en avait montré certaines nouvelles et certaines qui avaient déjà été montrées lors de la première émission. Mais on va revenir sur les photos, notamment de Brigitte enfant, Brigitte quand elle fait Brigitte en communiante, sa photo de mariée, lors de sa candidature en 1989. Et on va aborder également son prétendu mari, André-Louis Ozière. Et puis, on finira avec l'affaire du pasteur Doucet. Voilà. Je sais que Natacha a posé des questions également aux médias, à l'avocat qui est responsable de la cellule de communication qui a porté plainte contre elle, prétendument. Mais on a appris aussi qu'on ne peut pas porter plainte par procuration contre quelqu'un. Donc, normalement, si quelqu'un doit porter plainte ici, c'est Brigitte Macron et personne d'autre. Et elle ne l'a pas fait. Ce que je propose quand même, c'est qu'on regarde l'apparition de Brigitte Macron hier, lors du journal de 13h sur TF1, qui dure quelques minutes, où évidemment, elle se défend sans donner d'argument aucun contre cette enquête qui a été menée pendant 3 ans par Natacha Ray. Je pense qu'on va commencer par ça, puis ensuite, on va enchaîner avec les photos. Que celle peut vous souhaiter pour 2022 ? On ne saura pas ce qu'on peut souhaiter à Brigitte Macron pour 2022. On a une petite idée quand même. Aïssam, que penses-tu ? On commence par montrer la photo de famille officielle de la famille Trogneux ? Ouais. On peut commencer bien sûr par la photo de famille et surtout par une question. Une question toute simple, une question basique, une question que tout le monde devrait se poser. C'est où est Jean-Michel ? C'est vraiment la question qui finalement devrait être sur toutes les bouches parce que cet enfant qu'on voit ici sur cette photo, il n'y a plus aucune trace de lui. Il ne vit pas à l'adresse qui est indiquée sur je ne sais quel document encore qu'on verra un peu plus bas. Ses plus proches voisins ne semblent pas le connaître, selon l'enquête de Natacha. Il ne répond jamais au téléphone. La ligne, en fait, sonne dans un atelier désaffecté qui est censé être son domicile. Il ne rappelle jamais quand on lui laisse des messages sur sa boîte vocale. Donc, la question, c'est où est Jean-Michel ? Eh bien, personne ne semble s'en préoccuper. Personne. C'est incroyable. Si quelqu'un disparaissait du jour au lendemain, comme ça, ou même pas du jour au lendemain, mais si quelqu'un disparaît et qu'on ne sait pas où il est, bah, la moindre des choses, c'est qu'il y ait des membres de sa famille, qu'il y ait des voisins, qu'il y ait sa sœur, qui demandent, mais voilà, qu'il y ait des infos sur lui. Mais en fait, personne n'a d'infos sur lui depuis les années 90. Autrement dire, depuis que Brigitte Trogneux a une existence en tant qu'individu à part entière. Et quand on cherche des informations sur Brigitte Trogneux avant 1990, eh ben on les trouve pas. Voilà. En effet, Issam, en fait, il suffirait pour démentir cette prétendue rumeur de montrer ou que Jean-Michel se montre, et puis ce serait terminé. Or, personne n'a de nouvelles, comme tu l'as très bien dit. Ici, je vous montre la page de Généanet qui, en décembre 2020, faisait apparaître Jean-Michel Trogneux comme étant né à peu près en 1944. Et puis, je vais vous montrer les captures quelques temps plus tard, 1 an plus tard, toujours pareil, le 11 décembre de cette année, enfin d'année dernière, 2021, toujours ici. J'avais la photo quand j'ai été sur le site le 15 décembre 2021, on avait la photo. Et là, on avait la date de naissance officielle de Jean-Michel Trogneux, finalement, qui s'est précisée, donc le 11 février 1945. Et puis, le 2 janvier,
on va sur GNéaNet, cette personne n'a pas été trouvée. Donc, elle n'existe plus pour GNéaNet. Et c'est comme ça, en fait, que ça se passe pour la plupart des informations sur ce Jean-Michel, c'est qu'elles changent. D'ailleurs, pas que sur lui, même sur la page Wikipédia de la famille Trogneux, on se rend compte qu'à un moment, il y a 5 frères, et à un autre moment, il y en a 6. Enfin, il y en a 6 Voilà. d'abord, et puis Alors, à un autre moment, il y en a 5. que je vais vous Et, montrer, effectivement. et c'est comme ça en permanence, en fait. C'est comme s'ils essayaient de surfer, d'essayer de créer une sorte de géométrie variable pour justifier le délire dans lequel ils ont manipulé l'information et qui a tenu plus ou moins pour pouvoir élire le candidat Macron, mais qui aujourd'hui leur expose à la figure parce que c'était un narratif qui déjà fondamentalement, et pour moi c'est ça le point finalement, la pierre angulaire de toute cette fraude énorme qu'on vit aujourd'hui, c'est que à la base, homme ou femme, peu importe, à la base, il y a détournement de mineurs. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a vendu un écart d'une vingtaine d'années, soi-disant, entre l'élève Macron en première et son enseignante de français ou de théâtre selon les versions, parce qu'il y a eu tellement de mensonges qu'ils ont amené ça tranquillement depuis qu'il était ministre de l'économie à Bercy. Ils ont amené ça tranquillement pour que le mot l'expression détournement de mineurs ne vienne jamais en fait dans le débat public. Mais en fait, c'est un détournement de mineurs, car il avait 14 ans quand elle l'a connu et elle en avait 39, ce qui fait 25 ans en fait d'écart, et pas presque 20 ans, 25 ans. Et au-delà de l'écart d'âge, c'est juste qu'il avait 14 ans. Et lorsqu'on sait qu'un enseignant a une autorité sur un mineur, la majorité sexuelle est de 18 ans. Donc c'est ça le vrai débat. C'est vraiment ça le vrai débat. Donc là, on se rend compte qu'avec les informations qui émergent, ils font comme ils peuvent pour essayer de justifier leur narratif boiteux qui leur a permis d'en arriver là, à coup de campagne de com, bien sûr, hein, notamment orchestrée par la société Havas. Havas qui donc a été instrumental dans la création du dit narratif de l'épopée Macron, avec notamment ce film là qui s'appelait La stratégie du météore, qui a montré un Macron qui est une météore justement dans le paysage politique français, qui était prêt à tout pour conquérir sa belle, sa Dulcinée, et en fait ils ont juste tout renversé. Et donc aujourd'hui, avec ce qu'ils ont réussi à renverser comme narratif, à faire en sorte qu'on ne pose pas les questions, parce qu'on serait accusé de misogynie. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez entendu, les gens qui osent poser la question sont accusés de transphobie. Bref, on connaît leurs techniques éculées, mais ça ne marche plus, car en face, ce qu'il y a, c'est quand même la sécurité de nos enfants. Donc ça ne peut plus marcher leur truc. Ils peuvent plus juste balancer une étiquette en disant « Oh, extrême droite, pourquoi? Parce qu'il a parlé à un tel ou parce qu'il a parlé à une telle ?» Non, aujourd'hui, il faut poser... En fait, il faut amener les réponses. Aujourd'hui, ils doivent amener les réponses. S'ils n'amènent pas les réponses, s'ils ne donnent pas les réponses, ça ne passera plus. Donc, c'est pour ça que tous les journalistes qui ne se sont pas encore emparés de ces questions, qui n'ont pas encore réalisé que la caste politico-médiatique qui se serre les coudes et qui fait qu'on ment éhontément à la face d'une populace qui est endormie par le tititainment et par la malbouffe, ça ne passe plus. Car là, dans nos cerveaux, il y a un truc qui a switché, qui nous a passé en mode survie. On ne peut plus se contenter de juste leur divertissement et leurs mensonges. Ça ne marche plus. Donc voilà, 5, 6, parfois... Alors, je vais revenir sur le consentement et sur la majorité sexuelle. Là, dans le code pénal français, on nous dit que le code pénal ne mentionne pas explicitement la notion de majorité sexuelle, mais il réprime le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans. Et ensuite, il est précisé que si le mineur a 15 ans ou plus, ce qui n'était pas le cas d'Emmanuel Macron puisqu'il avait 14 ans, comme tu l'as dit, l'adulte risque des poursuites pénales dès lors qu'il est un ascendant ou a une autorité de droit ou de fait sur le mineur, donc ce qui est le cas d'un enseignant, ou dès lors qu'il abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Donc c'est tout à fait ça. Exemple, un enseignant, justement. Dans cette situation, la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Et j'en profite pour ajouter, pour préciser que 45 000 € d'amende et 3 ans de prison, c'est la même peine que si on vous discrimine à l'entrée d'un magasin ou qu'on vous empêche d'obtenir un bien ou un service sous peine, enfin disons sous prétexte de ce fameux pass sanitaire ou vaccinal.
Donc ça, c'est 45 000 € d'amende. C'est l'article 225-2 du Code pénal, je le rappelle. Et puis, c'est également la même peine si on fait de la discrimination au travail. Donc, ce serait bien de s'en rappeler de ces articles de loi qui nous protègent, en fait. Alors, pour revenir à la famille Trogneux, tout à l'heure, je vous montrais la différence entre la version Wikipédia avant l'intervention de Natacha, 5 enfants, dans la famille Trogneux, donc, dont Brigitte Macron. On va revoir la photo peut-être pour décrire un petit peu tous les personnages. Et puis, après l'apparition de Natacha, après les interviews, 6 enfants sur Wikipédia, ce qui est l'inverse de Généanet. Généanet, donc le site que je vous ai montré juste avant, indiquait la présence de 6 enfants de Jean Trogneux, qui est le père de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Macron, pour autant que ce soit 2 personnes différentes, qui indiquait donc 6 enfants au départ et puis 5 enfants ensuite. Donc, ils se mélangent les pinceaux un petit peu. Et puis, je vais vous remontrer la page de la famille. Donc, ici, vous avez Jean-Michel Trogneux, officiellement. Ici, vous avez Anne-Marie, qui se fait appeler aussi Annie Trogneux. Ici, vous avez Jean-Claude Trogneux. Vous avez Marivonne, qui s'est tuée dans un accident de voiture, je crois. Ici, vous avez Monique Trogneux. Regardez bien son visage parce qu'on risque de la retrouver dans d'autres moments de la vie de Brigitte. Et ici, vous avez prétendument Brigitte. Voilà. Donc, on les compte, ils sont 6 sur cette photo. Donc, pourquoi nous indiquer qu'ils sont ensuite 5 d'après Généanet? Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'était cette histoire d'abat-jour. Dans une enquête qui a été faite, alors c'est Natacha Ray qui nous a envoyé cette photo, en montrant que la photo originale, en fait, contenait un abat-jour qui a été effacé dans la photo suivante. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Je vais arrêter le partage le temps de retrouver les photos de... Qu'est-ce qu'on commence? Par quoi on commence, Aïssam? En fait, Brigitte communiante? Brigitte se marie? Oui, on pourrait passer sur Brigitte communiante ou prendre la question de la ressemblance avec Jean-Michel, enfant, directement. Alors, je vais vous trouver la photo où un assemblage a été fait entre les 2 visages. Attendez. Parce qu'en fait, c'est ça, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a des logiciels en fait de détection de visage, quoi, qui reconnaissent en fait la ressemblance entre 2 visages, notamment entre un enfant et un adulte. Et le logiciel en fait ne ment pas, entre guillemets. Il n'est pas subjectif, il se base sur des critères extrêmement objectifs qui sont normalisés. Et donc ça ne ment pas. Là, vous pouvez le voir à l'écran. Il y a clairement une forme du visage. Il y a, je veux dire, il y a les yeux. Il y a tout qui concorde. On peut le voir avec cette image là composée, mais également l'image qu'on regardera tout à l'heure où on voit le pourcentage en fait de compatibilité entre 2 visages et ça ne ment pas. Ça ne peut pas mentir. Ce n'est pas quelque chose de subjectif. C'est quelque chose d'algorithmique. Voilà. Même personne. The same person probability normal. Donc on ne voit pas le pourcentage, mais c'est un logiciel de reconnaissance faciale qui a été activé. Et c'est une information qui ne ment pas. C'est pas comme un être humain, c'est vraiment algorithmique. Donc c'est un logiciel, on peut pas dire c'est subjectif. Et là, pour nous, en tant qu'êtres humains ayant un regard qui va être forcément teinté de notre propre subjectivité à nous, on peut le voir quand même avec cette image. Bon, là, on peut également observer de manière assez claire comment est-ce que le teint, en fait, et pas que le teint, en fait, l'épaisseur de la peau, c'est pas naturel pour une femme d'avoir un teint aussi hâlé, d'avoir une peau aussi épaisse. Ce n'est pas naturel, en fait. C'est pas quelque chose de courant. C'est le moins qu'on puisse dire. La peau est relativement épaisse et donc dans
dans ses travaux, Natacha a bien mis ça en lumière avec un certain nombre de caractères de la morphologie de Brigitte Macron qui mettent en évidence le fait que ce n'est pas une femme. Et là, si on s'arrête un instant de plus sur cette photo-là de l'enfant, si tu veux bien remonter, Chloé, on voit ici une sorte de petite fossette ou cicatrice. Et ben, si vous regardez sur la joue gauche, hein, là, disons, si vous regardez sur la plupart des photos de Brigitte, vous regarderez, il y a une petite, enfin de Brigitte, du dit ou de la dite Brigitte, vous regarderez, il y a cette petite fossette. Également, la forme des yeux est assez claire, quoi. On peut voir qu'il y a cette forme-là en amande qui est très similaire à la forme des yeux du petit Jean-Michel, qu'on voit très bien sur la photo où il y a la moitié-moitié là qui est mise ensemble. Donc il y a un faisceau, voilà cette photo-là. Il y a un faisceau d'indices qui montrent que il y a une ressemblance. Maintenant, si effectivement Brigitte Trogneux n'était pas son frère Jean-Michel, où est Jean-Michel? C'est vraiment pour ça que pour moi, c'est la seule question qu'il faut poser et reposer et reposer et reposer jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Parce que tant qu'il n'y a pas de réponse, bah, c'est qu'il y a un loup. C'est tout. Et c'est pas une histoire de théorie du complot. C'est une histoire en fait de bon sens. Il y a quelqu'un qui existe, qui est né, on le sait, a priori, qui est représenté sur une photo, mais qu'on ne trouve plus. Il n'y a plus de traces de ce monsieur-là. Et on nous dit, soi-disant, que la dame Brigitte, ça, c'est une photo de sa communion. Or, lorsqu'on passe ça dans le logiciel de reconnaissance faciale, même logiciel, j'ai pas le nom en tête, Chloé, eh bien, ça nous dit que c'est incompatible. Ça nous dit qu'au contraire, ça, c'est un visage qui est compatible avec celui-ci, qui est celui de sa fille Tiphaine. Donc, est-ce qu'il y aurait eu mensonge également de la part de Brigitte Macron ou Trogneux sur la nature des photos qu'elle a données, en faisant croire que c'était une photo d'elle, alors qu'en fait c'est une photo de sa fille, enfant? On peut se poser la question également. C'est le genre de questions qu'on doit poser en fait. C'est le genre de questions en fait qui nécessitent réponse. On va montrer aussi la photo de Brigitte enfant, en tout cas ce qu'elle a donné comme photo la représentant. Et Natacha l'a fait expertiser. Elle daterait des années 80, cette photo. Alors, elle suppose que ça puisse être Laurence ou Tiphaine. Donc, il faut savoir que Brigitte Macron a 3 enfants, Laurence, Tiphaine et Sébastien. Et ça se pourrait que ce soit l'une des deux. Tiphaine est née en 84 et Laurence en 75, 75. Ça serait probablement, plus vraisemblablement, Laurence. J'ai une petite question à ce stade-ci. Si Brigitte Trogneux est un trans, de qui sont ses enfants? Est-ce que ce sont des enfants adoptés? Est-ce que ce sont des choses que vous avez abordées aussi? Oui, on a abordé ce sujet. Les hypothèses de... Attendez, je vais vous montrer quand même les enfants Trogneux. Prétendument de André-Louis et Brigitte. Donc ici, on a Laurence Osière. Et ça, c'est son portrait fait par Catherine Audois-Osière, qui, elle, est mariée à Jean-Louis Osière, qui est... je me confonds un peu dans les prénoms. C'est ça, Essam, hein, c'est Jean-Louis. C'est André-Louis, je crois. Non, le mari de Catherine Audois. Jean-Louis, alors, ok. Qui serait le frère d'André-Louis Osière. Et donc, alors, je vais vous montrer les autres enfants et je vous montre qui a peint ce portrait. En fait, la théorie est la suivante, Jean-Jacques, c'est que elle a eu ses enfants qui sont les siens, qui n'ont pas été adoptés, mais en tant qu'homme, en fait, tout simplement. Et donc, elle s'est présentée, il ou elle s'est présentée en tant que femme de ce monsieur Osière, dont il n'y a pas de trace d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à retrouver, qui soi-disant était quelqu'un de très discret, à tel point que on est en droit de se demander pourquoi est-ce que personne, hormis les proches de Brigitte, qui disent à peine se souvenir de lui tant il était discret, transparent, presque toujours absent, etc. Pourquoi personne ne semble avoir connu cet homme ou l'avoir croisé un jour sur sa route? Il n'y a même pas
pas une photo de lui, puisque même sur la photo floue de leur mariage, qui est en noir et blanc, ce n'est pas Louis, mais Jean-Louis André Ozière, qui est également né un 28 février, mais pas la même année et pas au même endroit, et qui n'a jamais été marié à une Brigitte Trogneux. Donc, il y a une immense fraude, en fait, sur ce qui a été présenté comme étant une évidence. Et donc, oui, ce sont ses enfants, de toute évidence, mais pas en tant que mère des enfants, mariée à un André-Louis Ozière, un Jean-Louis, pardon, André Ozière, mais plutôt en tant que père des enfants, pas forcément marié, mais ayant eu comme mère donc cette femme que nous a présentée, dont Chloé va nous parler plus en détail. Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était Laurence qui était née en 75. C'est plutôt Sébastien qui est en 75 et Laurence en 77. Alors ça, ce sont les enfants de Brigitte, officiellement. Et comme tu le disais, Aïssam, les soupçons sont mis. Ça, c'est la petite fille. Donc, c'est la fille de Laurence avec Macron, avec Emmanuel Macron, qui sont dessinés donc par Catherine Audois-Ozière, qu'on voit ici, sur laquelle sur Facebook, elle se défend d'être de la famille, puisque des personnes disent qu'elle lui ressemble. Et attendez, là, je passe par Jean-Jacques, qui est le fils de Jean-Michel, mais je ne veux pas vous mettre trop de confusion dans la tête, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'histoire. Ici, vous avez Catherine Audois-Ozière, qui est la femme de Jean-Louis. Jean-Louis, donc, c'est le frère, en tout cas, qui est présenté comme le frère de André-Louis Ozière, qui serait l'ex-mari de Brigitte Macron. Ici, vous avez donc Catherine Audois-Ozière, plus jeune. Ici, plus jeune aussi. Et ensuite, on la voit à peu près maintenant. Et la voilà avec une photo plus actuelle. Et ce serait... Oui, alors ça, c'est encore quelqu'un d'autre. Ce serait la mère, possiblement, des 3 enfants de Brigitte, du temps où elle aurait été d'un autre sexe. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une théorie. C'est-à-dire que officiellement, les enfants de Brigitte Trogneux ont comme père ce fameux André-Louis Ozière, officiellement. Et comme mère, Brigitte Trogneux. Ça, c'est la version officielle. Mais, et c'est ça le talent, finalement, peut-être même on devrait dire le génie de Natacha Rey, c'est qu'elle a suivi son intuition et elle est arrivée à la piste de cette dame, donc Catherine Audois-Ozière, qui donc, de par son activité d'artiste, peintre, a peint des images qui ressemblent diablement aux enfants Ozière. Mais comme, quelque part, elle n'a pas le droit de montrer qu'elle est affiliée de près ou de loin à cette famille-là, en tout cas aux enfants, etc., parce qu'elle n'est pas censée être leur mère, si c'est une mère, entre guillemets, porteuse, ou entre guillemets, pas forcément porteuse, mais en tout cas qui n'a pas le droit d'être montrée comme leur mère, car leur mère est censée être Brigitte Trogneux, eh bien, voilà peut-être comment est-ce qu'elle elle fait la catharsis de ce traumatisme énorme que ça doit être de ne pas pouvoir appeler ses enfants. Et donc, Natacha a fait la démarche de contacter cette dame parce qu'elle l'a trouvée sur Facebook. C'est ce que nous a montré Chloé. Donc, fait la démarche normale. Hein, n'importe qui peut la contacter. Je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas essayé, j'ai pas cherché, mais n'importe qui devrait pouvoir si son compte est encore public. Et suite à cela, alors qu'elle n'a pas été insultante, elle a posé quelques questions, hein, des questions, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, en disant vous faites des œuvres, ça ressemble pas mal à tel ou tel enfant. On dirait que ça ressemble quand même aux enfants Ozière. Quel est le truc? Et suite à cela, elle s'est retrouvée, donc, Natacha, à être arrêtée. C'est suite à cela, soi-disant pour harcèlement. Alors qu'elle n'a pas harcelé, elle a posé des questions. Voilà, bien sûr, être arrêtée pour être emmenée en garde à vue. C'est suite à cela. C'est ça, en fait, qui a été l'élément déclencheur pour harcèlement, soi-disant. Alors qu'il n'y a pas eu de harcèlement. Il y a eu des questions d'investigation comme n'importe quel journaliste. Donc, clairement, on a touché ici à un point extrêmement douloureux, peut-être émotionnellement pour cette dame, mais peut-être encore plus douloureux pour le narratif, soi-disant macroniste, qui voudrait que c'est d'une idylle entre un jeune homme
très prometteur, qui avait du coup l'avenir devant lui et qui a décidé de s'en amouracher de sa magnifique enseignante, et une enseignante qui était donc mariée et qui a divorcé pour lui parce que c'était juste irrésistible. Donc voilà, ça c'est très douloureux pour ce narratif-là, parce qu'il y a de fortes chances pour que cette fameuse enseignante qui était irrésistible, hein, dont tout le monde était amoureux, je pense que Chloé, tu pourras nous montrer quelques photos de la pin-up dont tous les lycéens s'en amourachaient. Voilà, Ça fait mal aussi. voilà la pin-up en question, dont tous les étudiants, tous les élèves étaient follement amoureux. Elle correspond tout à fait au canon de beauté, je pense, de ce qui est décrit. Enfin, disons, à chacun de juger. Et puis, ça, c'est les plus anciennes photos qu'on a de Brigitte Macron enseignante, avec le titre « Tous les lycéens étaient amoureux d'elle ». Voilà, toujours Brigitte avec un foulard. Pendant plusieurs temps, elle a eu un foulard autour du cou. Voilà. Et puis ensuite, je tiens à préciser une chose qui est très importante, c'est que, en tout cas dans ma bouche, il n'y a aucune attaque sur le physique de qui que ce soit. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit même pas de transphobie, dans le sens où on est contre les trans. Non. Il s'agit en fait de mensonge-phobie, et surtout des mensonges d'État qui créent en fait une situation où on a des criminels patentés qui peuvent aujourd'hui décider de la vie de nos enfants. Et ça, c'est inadmissible. C'est ça dont il s'agit. Ensuite, que le dit Brigitte ou Jean-Michel ou je ne sais quoi soit transsexuel, que le dit Manu soit homosexuel, qu'ils invitent des travelots, des travestis à la fête de la musique sur le perron de l'Élysée, grand bien leur en face. Il n'y a pas de mal à cela. D'ailleurs, 2018, je pense que, franchement, moi, ça m'a échappé. Et je pense que tous ici réunis, c'est pas forcément un truc sur lequel on a décidé qu'on allait passer une soirée à en parler. Mais lorsqu'on se retrouve en fait à avoir des mensonges sur mensonges sur mensonges qui reposent en fait sur un truc qui fondamentalement s'appelle un détournement de mineurs, et qu'on voit ce qu'ils font aujourd'hui aux mineurs, et c'est d'autant plus tordu lorsque on entend la dite Brigitte qui nous dit mon combat c'est les mineurs. Il y a de quoi se dire stop, on ne tolère plus ça, il faut que la vérité émerge. Donc où est Jean-Michel? Là, on va voir la photo de mariée officielle de Brigitte Macron et de André-Louis Ozière, normalement. Et puis, quand on regarde de plus près, en version colorisée et mieux définie, voilà la famille, le 22 juin 1974. Voilà toujours le couple. Les voilà plus identifiables. Et puis, quand Brigitte. on regarde le visage de la mariée et qu'on la regarde avec une version qui est encore plus nette, on se demande si c'est Brigitte ou alors Tiphaine ou alors quelqu'un d'autre. Et puis, de la même façon, le marié, qui est donc André-Louis Ozière, qu'on n'a plus jamais vu non plus, c'est un petit peu comme Jean-Michel. C'est une personne qui ne donne plus aucune trace de vie. Alors, il est censé être décédé en 2019. On a vu un acte de décès. Mais l'adresse... Ouais, vas-y, Alexandre. C'est un décès qui a été annoncé par sa fille 1 an plus tard dans Paris Match. Hein. Donc, c'est pas comme annoncé... si... pardon. Vas-y. Oui, qui a annoncé, Tiphaine l'annonce comme étant le jour du décès et le même jour que le jour de l'enterrement, le 24 décembre 2019. C'est quand même bizarre parce qu'il me semble que normalement, on n'enterre pas les personnes le jour même de leur décès. On le verra après. Donc ici, pour revenir sur le marié, André-Louis, il ressemble quand même étrangement à Jean-Louis Ozière, le mari de Catherine Audois qu'on a vu avant. Je ne sais pas si vous voyez bien le... Catherine Audois, la maman supposée des enfants, pour recadrer, parce que c'est vrai que... Personne n'a de preuve et c'est une supposition de Natacha. Maman supposée. Mais vous voyez Jean-Louis maintenant, et vous voyez le marié qui est censé être André-Louis en 1974.
Et ce qu'il faut également savoir, c'est que André-Louis Auzière était directeur du Crédit Junior à Strasbourg durant un certain nombre d'années, selon en tout cas la biographie communiquée. Et cela est assez surprenant parce qu'il n'a laissé aucune trace dans les archives bancaires. Il y avait même la presse mainstream qu'il avait recherché au début, puis finalement ils ont lâché l'affaire parce qu'ils ont eu, à mon avis, des subventions qui les ont largement et grassement récompensés pour regarder ailleurs. Et quand on a travaillé dans la banque toute sa vie, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de traces dans les archives bancaires, quoi. Donc ça aussi, c'est un indice de plus à ajouter au faisceau de preuves qui abonde dans le sens que c'est une immense fraude intellectuelle et journalistique qui nous a été présentée comme étant ce mariage. Donc, si on revient à la photo, qu'en pensez-vous, vous qui regardez cette photo? Est-ce que vous voyez une ressemblance avec Brigitte Trogneux ou pas? Moi, personnellement, ça me crève les yeux. Je me dis, mais ça n'a rien à voir. Et des photos comme ça, il y en a d'autres encore. Mais il y a une ressemblance avec un autre membre de la famille Trogneux. Ton micro, Chloé. Oui, pardon, qui est Jean-Louis, donc qui ressemble très fort à Jean-Louis, qui est censé être le frère de André-Louis Auzière, qui est représenté normalement sur cette photo-là. Je voulais aussi vous enchaîner avec Enfin, la photo de Brigitte. Oui. La photo de Brigitte, là, à qui elle ressemble? Alors, ça peut être Tiffen. Ou Nicole plutôt, non? On n'a pas le... Attends. On n'a pas le truc côte à côte? Attends, je vais... Moi, j'ai cette photo-là. Ok. Alors, attends, je vais... Tu en trouves une autre? Tu nous la prépares? Je l'ai. Je vais l'envoyer à... Je l'ai. Tu peux la partager. Je vous montrerai l'acte de décès. Continuons, et puis... D'André-Louis. Alors, attendez, je vais la retrouver. C'est la page 50. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Donc, ici, vous avez l'acte de décès officiel. On ne sait pas si c'est un faux ou pas. Le 24 décembre 2019. Et on voit qu'il habitait aux 5 rue du Moulin, à Ménouville, dans le Val d'Oise. Et puis, quand quelqu'un va chercher ce qu'il y a, en fait, à cette adresse, on tombe sur les dépendances d'un château. Il y a quelques bâtiments, mais il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace d'un certain André-Louis Auzière. Il y a eu des questions qui ont été posées dans le voisinage. Personne n'a jamais vu ce André-Louis Auzière. On ne sait pas s'il a existé. Et puis ça, c'est le fichier de décès. Non, ça, c'est quelqu'un d'autre. Pierre-Louis, pardon. Voilà, ça, c'était l'annonce de Tiffen qui disait « Mon père est mort. Je l'ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. » Elle l'a dit donc un an plus tard, après sa mort. « Je l'adorais. C'était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter. » Donc, elle dit bien qu'elle l'a enterré le 24 décembre. Or, c'est censé être la date du décès. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alexandre, là-dessus, ou on passe à la candidature de Brigitte? Oui, en principe, j'ai ajouté le truc à partager. Voilà. Donc, sur cette image-là, on voit bien que la photo de mariage, là, il y a une ressemblance, en fait, avec la jeune sœur qui est affichée sur la photo. Je ne me souviens plus son prénom, Chloé. Alors, attends. Ici, c'est Tiffen. C'est Tiffen. Non, je te parle. Non, pardon, sur le mariage. Ah oui, c'est Monique. Voilà. Effectivement. Donc, là, oui. on voit la ressemblance avec Monique, en fait. Idem avec une photo qu'on regardera un petit peu plus tard, qui est la photo où, soi-disant, Brigitte avait participé à des élections municipales. Et on voit également qu'il y a une ressemblance donc avec la même dite Monique. Donc, en fait, ils ont
pris un petit patchwork comme ça et ils ont recréé des photos. Et c'est quelque chose qui est évident. Je veux dire, quelqu'un qui regarderait cette image-là se rendrait compte immédiatement que ce n'est pas la Brigitte Trogneux. D'autant plus qu'on peut regarder avec la ressemblance entre le petit frère Jean-Michel Trogneux et la Brigitte Trogneux d'aujourd'hui. On voit la ressemblance, elle est évidente. Donc si on nous présente une photo en disant si ça c'est Brigitte quand elle s'est mariée, alors que il y a aucune ressemblance. Par contre, il y a une ressemblance avec la sœur Monique Trogneux. Là, on se dit, ah, bah, peut-être qu'ils ont pris la photo de Monique Trogneux. En tout cas, c'est légitime de se poser ce genre de questions et c'est ça tout du long. Donc, le travail qu'a fait Natacha dans ce sens-là est clairement extrêmement révélateur de quelque chose qui tourne pas rond en tout cas, et ça mérite qu'on pose des questions. Après, on ne peut pas affirmer ouvertement parce qu'on va dire oui, vous faites de la diffamation. Par contre, on a le droit de penser. On a le droit de penser que c'est ci ou que c'est ça ou que c'est ça. Moi, j'ai le droit de penser que Brigitte Trogneux ressemble à son frère Jean-Michel Trogneux. J'ai le droit de penser qu'il n'est pas normal que Jean-Michel Trogneux ait disparu. J'ai le droit de penser également que le mari apparemment c'est pas normal, il n'y a pas d'autres photos de lui. J'ai le droit de penser ça. Là, on va montrer. Alors, si je peux me permettre, bon, je suis le gardien du temps ce soir, donc regardez, il est déjà 9h05. On a presque fini. Et je pense que ce qui est important, enfin, quand je lis les questions dans le chat, ce qui est important, c'est en quoi est-ce que c'est important de révéler tout ça. Ça, c'est la première question. Beaucoup de personnes aussi attendent les révélations à propos de l'abbé Doucet. On y arrive. Je vous propose effectivement d'aller là-dessus. Et Chloé, coupe ton micro le plus souvent possible ou alors demande à ceux qui sont dans la même salle que toi de se taire parce que beaucoup de personnes se plaignent qu'on entend très très fort les voix derrière. J'arrive. Oui, d'accord, merci. Vas-y, Sam. Petite précision, le fameux Jean-Louis, en fait, qui est le mari de Catherine Audois-Houzières, n'a pas été présenté par la presse, en fait. C'est Natacha qui l'a. C'est une nuance donc qui est importante de préciser, c'est qu'il n'a pas été présenté par la presse. C'est Natacha qui l'a découvert en fait en faisant ses recherches et en cherchant la vraie mère. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur Catherine Audois-Houzières et qu'elle a découvert que était donc mariée à ce Jean-Louis, mais il n'est pas présenté comme étant le frère d'André Louis. Ils n'ont a priori pas les mêmes parents. Je dis a priori parce que si ça se trouve, il n'existe même pas le bonhomme. Donc c'est là où c'est important de vraiment être précis. Et tout ça, c'est des points que Natacha, et c'est pour ça que ça prend du temps également de dévoiler tout ça. Ça prend du temps, énormément de temps, parce que c'est complexe. Et c'est tellement complexe, je pense qu'ils se sont dit que personne n'irait jamais trouver la supercherie, tellement c'est un fouillis finalement. Alors, je propose qu'on regarde quand même la candidature pour voir la photo de Brigitte candidate, et puis ensuite on passe au pasteur Doucet. Voilà, donc ici vous avez le livret de candidature pour les élections municipales de j'ai perdu mes écouteurs. Truchtersheim en Alsace en 1989. Et puis, quand on regarde de plus près la photo, en agrandissant un petit peu, en la redéfinissant, on regarde donc la photo de Brigitte Houzières, telle qu'elle est présentée en tout cas sur cette brochure. Est-ce vraiment Brigitte Houzières? Ça n'a rien à voir. Brigitte Trogneux. Et là, effectivement, comme tu le montrais tout à l'heure, Aïssam, on regarde la photo de Monique plus jeune. Et quand on les met, vous vous rappelez de cette photo de famille que je vous avais montrée au départ? Quand on les met côte à côte, regardez, on voit quand même une petite ressemblance. En fait, toute cette volonté de créer des preuves, soi-disant, etc., ça montre bien qu'il manque en fait de vérité. Ça manque de vérité. S'ils ont voulu créer des preuves, créer soi-disant une photo de mariage, créer soi-disant une photo de tract pour les élections municipales, pourquoi ils feraient ça? Je veux dire, n'importe quelle personne dotée d'un minimum de discernement voit bien que ça ne correspond pas à ce qu'on nous a présenté, ça ne ressemble pas, quoi. Et donc, pourquoi? Les questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi tout ça? Ouais. On va finir, je crois, par la photo
C'est le Christ libérateur. Et Sam, tu me corriges si je me trompe. C'est ça, c'est le centre du Christ libérateur qui était un centre d'accueil pour les homosexuels, les transsexuels, les pédophiles également, qui était donc dirigé par ce fameux pasteur Doucet, qui a été retrouvé assassiné en 1990 dans des circonstances assez bizarres parce qu'il a été emporté par la police un soir en rentrant juste après être rentré chez lui, et puis il n'est jamais rentré. Il a été emmené en fait pour être questionné, puis il n'est jamais rentré chez lui. Et donc la question qui est posée ouvertement, hein, il n'y a pas d'affirmation, mais la question qui est posée ouvertement, c'est qui est ce jeune homme en premier plan avec une clope au bec, qui a un regard qui ressemble énormément à celui du jeune Jean-Michel Trogneux. On peut également voir la petite cicatrice ou fossette ici sur la joue droite. On voit un nez également qui est ressemblant. En tout cas, on est en droit de se poser la question de qui est ce jeune homme, tout simplement. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Et sur Twitter, j'ai trouvé une image qui est extrêmement parlante également, qui n'avait pas été présentée par Natacha Ray, mais on peut voir ici que lorsque les deux photos sont combinées, donc celle-là, elle n'a pas été présentée vendredi dernier par Natacha, c'est quelque chose trouvé sur Twitter, où on voit que les deux photos se ressemblent quand même énormément. Et n'importe qui, en fait, qui est doté d'un minimum de capacité de discernement dira, ben oui, il y a une ressemblance, de toute évidence. Donc c'est ça la question, c'est qui est ce jeune homme sur la photo prise au centre du Christ libérateur, où on voit donc ce parterre d'hommes qui sont candidats à changer de sexe, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Et cette image est tirée. C'est ce que faisait le pasteur Doucet, il accompagnait ces jeunes hommes, lui-même étant homosexuel. Et donc, il a été tué apparemment pour pas forcément ce qu'il faisait, mais qui il connaissait. Autrement dit, le Rolodex de contacts sur lesquels il avait des informations. Et donc, il y a un documentaire que vous ne trouverez pas sur YouTube, que vous trouverez sur Crowdbunker, sur ma chaîne Crowdbunker notamment, qui est la disparition du pasteur Doucet. Une vidéo qui n'est pas possible de mettre sur YouTube, c'est censuré, mais que vous trouverez donc. Et je vous invite à regarder ce reportage et à vous faire votre propre idée. Donc, cette image-là qu'on a vue est tirée de ce reportage. Et donc, il y a tout ce faisceau d'indices qui nous amène à nous demander, mais pourquoi on nous cache des trucs? Et qu'est-ce que ça cache, du coup? C'est ça la bonne question, c'est pourquoi cacher? Si on n'a rien à cacher, ben il n'y a pas de raison, en fait, d'avoir peur, il n'y a pas de raison de censurer, il n'y a pas de raison de ne pas répondre quand on voit comment est-ce que la dite Brigitte a répondu aux interrogations du journaliste hier au 13h. Elle répond à côté. Moi, je suis pas convaincu. Elle répond à côté. Elle se met à parler d'enfants alors qu'on lui dit, mais pourquoi vous avez porté plainte? Oui, mais non, ça prend du temps. Mais non, ça prend pas du temps. Tu portes plainte, tu portes plainte. C'est tout. Si tu es dans ton droit, tu portes plainte. Quelqu'un, moi, il me traiterait de femme. D'ailleurs, quand vous avez mis l'invité mystère, c'était marrant, hein. Si j'étais une femme, ça se saurait. Donc, j'ai de quoi prouver. Et je suis même capable de le prouver de la manière la plus crue qui soit. C'est-à-dire que si quelqu'un vraiment me dit femme, je porte plainte contre lui et fin de l'histoire. Et on précise aussi que la date de naissance du pasteur Doucet, c'est le 13 avril 1945 sur Wikipédia. D'ailleurs, il y a une bizarrerie, puisque dans la biographie, c'est indiqué 13 avril 1945, et dans le texte, c'est marqué 13 février 1945. Mais bon, le 13 avril 1945, qui correspond en fait pour moitié à la date de naissance de Brigitte Macron, qui est née le 13 avril 1953, qui est le début d'ailleurs de la mise en place du programme MK Ultra, de dissociation des consciences, et avec l'année de naissance de Jean-Michel Trogneux, 1945. Alors. Et autre information de taille, c'est que Jean-Michel est également le prénom du père de Emmanuel Macron. Père qui d'ailleurs avait voulu éloigner son fils en
en terminale parce qu'il ne voulait plus justement qu'il soit au contact de Brigitte. Et ils étaient même à 2 doigts de porter plainte selon Jeanne Verdier, qui était sa professeure de français de première d'Emmanuel Macron. Donc voilà, le père s'appelle également Jean-Michel. Et on parle très peu des parents de Macron finalement. On s'en rend compte. On voit qu'il y a un truc très bizarre. C'est comme si cette femme était sa femme, son père, son enseignant, son mentor politique. C'est elle qui l'a introduit au Rothschild, qui l'a présenté à Attali. C'est elle, finalement, c'est sa créature, Macron. Et c'était sa prof de théâtre. Ça me fait d'ailleurs penser à une autre. Bref, dans le théâtre, on parle souvent de créatures, par exemple Blanche Saland, dont la créature est Vincent Cassel, par exemple. Donc, quelque part, c'est elle qui l'a formé, c'est elle l'a façonné. Et donc, son père avait déjà voulu l'éloigner. C'est pour ça qu'il l'avait envoyé à Henri IV à l'époque à Paris. Et effectivement, c'est une information importante de savoir que la date de naissance officielle de Brigitte Macron étant le 13 avril 1953, c'est la date de début de l'opération du FBI MK Ultra. FBI ou CIA, je suis pas sûr, CIA peut-être. MK Ultra. CIA. Donc, ce sont des informations qui se recoupent, c'est étrange. Il y a de quoi, lorsqu'on est un minimum curieux, se poser des questions. Et MK Ultra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme de contrôle mental, en fait, où on peut mettre un individu en traumatisant les enfants. C'est vraiment ça. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Alexandre Le Breton, sur laquelle vous trouverez énormément d'informations à ce sujet-là. C'est effrayant, vraiment. Et donc, on peut en fait traumatiser un enfant pour du coup le faire passer en mode contrôle lorsqu'on en a besoin, pour le réveiller en fait comme un robot, comme quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a de fortes chances, d'après le faisceau de preuves que l'on voit, que Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République française, soit sous un contrôle MK Ultra. Parce que la femme, a priori, qui est derrière, ne semble pas être claire sur qui elle est, sur sa famille, sur sa manière de se défendre lorsque finalement on porte des accusations ultra graves, à savoir non seulement qu'elle est détournée à un mineur, mais qu'en plus, elle est changée de sexe. Et donc, c'est encore plus grave parce qu'on nous avait présenté, soi-disant, l'écart comme étant de seulement 20 ans, puis finalement, c'est 25 ans. On nous avait présenté ça comme étant une magnifique idylle entre un jeune premier qui veut conquérir son enseignante, et puis elle qui résistait, puis qui était mariée, puis finalement, c'est irrésistible, et donc elle y va. Et en fait, il se pourrait fortement que ce soit un homme qui a donc détourné un enfant de 14 ans en le mettant sous programme MK Ultra, vu que la date de naissance annoncée et la date du démarrage du programme MK Ultra. Ce sont des choses ultra graves. Et ce que je dis là, qui n'est pas une accusation, qui est une hypothèse, si c'est avéré, c'est ultra grave. C'est d'une gravité immense. Et ça, tant que les journalistes ne s'en seront pas emparés, que la presse n'aura pas vraiment exploré cette piste-là, il faut se demander pourquoi. Parce que c'est tellement énorme comme piste que, en principe, tous les journaux d'investigation devraient être dessus. C'est énorme. Les 2 questions, en tout cas, qui sont principales selon Natacha, de ce que j'ai compris de vendredi, c'est où est Jean-Michel Trogneux et qui est le jeune homme représenté dans l'émission de Faites entrer l'accusé avec le pasteur Doucet. Voilà. Déjà, elle attend les réponses à ces 2 questions. Pour l'instant, les médias sont silencieux, font comme si cette émission n'avait jamais existé. Donc, à suivre. Merci Eysam et Chloé, vous avez réussi ce tour de force de faire une présentation claire et structurée en moins d'1 heure de ce que Natacha nous avait délivré sur plusieurs heures. Donc je pense que c'est un très très grand service que vous avez rendu à tous ceux qui voulaient avoir l'information. Mais de façon concise, parce qu'on est de plus en plus débordé par toutes les vidéos et on n'a pas toujours le temps d'écouter des heures et des heures de vidéos. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cet exercice, mais bravo en tout cas. Je tiens quand même à nuancer en disant que c'est quand même une version édulcorée, une version simplifiée, et qu'on n'est vraiment pas expert des questions. Si vous voulez avoir vraiment le fin du fin,
mangez-vous les 10 heures de contenu que Natacha a créé pour l'instant, si vraiment vous êtes curieux, et puis cherchez par vous-même et comprenez que ce n'est pas normal que la presse n'en parle pas. Et ce n'est pas normal, lorsqu'on pose la question à la principale intéressée, qu'elle botte en touche. Voilà, c'est tout.